Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies puis tout ce qui en découle. Aujourd'hui, un sondage BIP qui est sorti qui nous confirme que finalement, les Québécois, ils n'ont pas tant changé leur habitude de consommation d'actualité que ça. On passe à l'intro. Aujourd'hui, 10 juin, en direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube, en rediffusion en audio aussi sur toutes les différentes plateformes, en direct avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô tout le Ça a monde. pris 3 secondes que je m'en allais dire bonjour direct. En tout cas, mais c'est des affaires de même qui se passent dans ma tête des fois. Aujourd'hui, ben, un sujet qui nous touche les deux. On est des consommateurs de nouvelles aussi disparates peuvent-elles être. On est des grands consommateurs de médias, tous médias confondus, numériques surtout. Ouais. Euh, un sondage BIP qui est sorti au début, ben, fin du mois de mai, qui a été fait, là, entre autres, pour Notre Tendance. Notre Tendance, juste pour vous dire, au Québec, c'est ce qui remplace anciennement le Cifrio. Donc, notre tendance maintenant, là, c'est vraiment l'aile de recherche de l'Université Laval qui reprend un peu là, ce réalignement-là pour être capable de nous fournir un peu d'informations. Ils sont arrivés avec un nouveau sondage, entre autres sur les habitudes de consommation de l'actualité des Québécois. Donc, on peut voir différents clivages, différents clashs démographiques. Entre autres, on voit Mhm. qu'il y a une bonne différence entre comment les jeunes puis comment les boomers vont consommer leurs informations, où est-ce qu'ils vont aller pour consommer l'information, mais aussi à quel type de médias est-ce qu'ils vont donner le plus d'importance. Puis où, selon Ouais. eux, cette information-là est la plus juste, selon ce que eux veulent voir, puis selon ce que eux ben, vont regarder. Michel, j'ai quasiment le goût de tout de suite passer en partage pour qu'on regarde ensemble rapidement Ouais. certaines statistiques, puis qu'on revienne ensemble, on va en discuter un peu. Donc, mon Dieu, c'est l'émotion, je m'excuse. Les Lâche pas. Québécois, les Québécois puis l'actualité, ben, c'est ça. Comment est-ce que les Québécois consomment leur actualité? Bon, on peut voir que malgré tout ce qui se passe, il y a encore 64% des Québécois qui consomment majoritairement leur actualité à partir de la télévision. Donc, c'est encore le média par lequel les gens se renseignent le plus souvent. Le fait du direct, le fait du journalisme, c'est vraiment ce qui a influencé là, le journalisme proprement dit, là, entre guillemets. Là. Donc, c'est vraiment là où les gens vont aller chercher un maximum d'informations. Par la suite, il y a aussi 43% des Québécois qui vont aller sur d'autres outils, entre autres bon, des sites web d'information. On a juste à penser à Radio-Canada, la presse, le Devoir. Il y en a plusieurs. C'est aussi des médias qui sont en train de changer leur modèle Ouais. d'affaires un peu. C'est en train de se redéfinir au Québec un peu de la manière qu'on voit ça. La publicité est moins au centre de leur modèle. On est beaucoup plus dans un abonnement participatif. On peut voir là, la manière de faire, puis un différent alignement, un différent changement. Ah Euh, ben t'as la presse hein, qu'il y a eu un gros changement quand même. C'est quoi en 2020, juste avant la pandémie, je oui, pense ça, que c'est pas. C'est-tu rendu une coop, là, si je oui, me trompe pas? oui, c'est en plein ça. C'est une coop qui est maintenant là, dans ce modèle d'affaires-là, un peu comme le New York Times peut l'être, un peu comme certains environnements là, peuvent le devenir là, au fil du temps. Non, Bon, on se rend compte ça, qu'il y a eu cette transformation-là. Autant au niveau du contenu, là, la presse a eu un réalignement éditorial, je pense. Mais même au niveau du fonctionnement lui-même de la patente, le site web a changé, la façon de présenter l'info a changé, la façon de la gérer a ouais. changé. Je pense qu'il essaie d'entrer aussi dans la modernité, là, puis faire les choses à l'ancienne. Non, c'est ça, on essaie là, vraiment d'aller vers une nouvelle manière de faire puis un nouvel alignement.
33% des Québécois s'alignent aussi sur les réseaux sociaux pour se garder à jour. Donc, encore une fois, ça, au Québec, mais je pense partout dans le monde aussi, on est en train d'essayer de redéfinir un peu l'utilisation des réseaux sociaux sur comment ça se passe, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire là, sur les réseaux sociaux maintenant, qu'est-ce qui est partagé, puis qui est vraiment une nouvelle. Donc, on est aussi en train, il y a un gros bloc là, qui est en train de se revoir et de se redessiner, entre autres avec des nouvelles lois, des nouvelles normes qui sont en train de se dessiner au Canada, entre autres, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir partager finalement sur ces plateformes-là. Puis encore, aujourd'hui, 31% des internautes, des Québécois qui vont utiliser la radio, qui vont encore garder la radio dans leur environnement pour être capables de se renseigner. On pense entre autres aux plusieurs personnes là, qui vont être justement en déplacement, là, qui vont aller vers le travail ou qui vont être là, en déplacement dans les transports en commun, puis qui vont utiliser ou écouter la radio pendant ce déplacement-là. Donc c'est encore là, un médium qui est bien choisi puis qui est bien important, surtout dans les endroits où le transport en automobile seul est roi. C'est drôle comment le journal n'est pas là. Hein? La presse écrite, on la voit dans ton prochain tableau. Ouais, c'est ça, la presse écrite est là. Non, c'est ça, la presse écrite est là. Si on continue, il y a 20% là, des Québécois qui utilisent la presse écrite pour être capable de se renseigner. La même pourcentage qui va sur les applications mobiles puis les applications d'information, encore là, la Presse Plus et compagnie. Puis 5% qui vont sur des forums de discussion, des blogs ou wiki, encore là, pour être capable là, d'aller vraiment se renseigner, aller chercher un peu plus d'informations. Donc, on voit là quand même un peu de différence, un peu de constatation. Donc, les habitudes d'écoute aussi, ce qui est que moi je trouve important, 30% maintenant des Québécois écoutent, entre autres, le balado. La balado devient de plus en plus importante, entre autres chez les jeunes de 18 à 44 ans. 47% de ces personnes-là, de ces Québécois-là, écoutent des balados, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. 36% des personnes qui écoutent des balados sont des diplômés universitaires, 36% chez les hommes qui vont écouter des balados. Donc, on voit là, l'entrée du balado au Québec de manière plus fixe, plus courante. Donc, on voit vraiment là, une meilleure utilisation de ce côté-là. Les sujets qui sont... Oui, vas-y. On va pouvoir en parler plus tard, mais tu sais, le lien de confiance que certaines personnes pouvaient avoir, par exemple, on en parlait juste avant avec Pierre Bruno, là. Ah oui. C'est l'exemple qui me vient le plus en tête parce qu'il y avait un grand lien de confiance entre ce que Pierre Bruno nous disait, peu importe ce qu'il disait, puis l'utilisateur lui-même ou le consommateur, on lui faisait confiance. On avait l'impression que ce qu'il allait nous dire, c'était vrai, valide, qu'il y avait un certain poids, une certaine crédibilité. C'est drôle comment j'ai l'impression que les balados ont remplacé les anciens lecteurs de nouvelles sur cet aspect-là. On va faire confiance à la personne qui nous en parle, plus que des fois même dans la source qui va être utilisée. T'sais. Oui, complètement. Puis on va assister, mais on a déjà commencé à assister, mais on va assister dans les prochaines années à un grand changement de ce côté-là. Parce que là, Bernard de Rome, qui était une personne qui était un phare pour tout ce qui était actualité au Québec pendant plusieurs années, mais il a pris sa retraite. On voit maintenant avec Pierre Bruno, maintenant, qui va prendre sa retraite là, d'ici la fin du mois. Donc, lui aussi, ça va être un départ. Encore une fois, ça fait plus de 50 ans que c'est une personne qui est à la télévision, qui est disponible, qui est là, qui est présent chez les gens. Et puis, à la radio, mais on va voir Paul Arcand aussi, qui va se retirer de la radio pour faire d'autres projets puis d'autres choses. Donc, c'est les trois grands piliers de l'actualité au Québec présentement, dans les médias qui sont plus traditionnels, qui vont bouger, qui vont disparaître, si on veut, de l'écosystème ou du moins de la vie quotidienne. Fait que, il va y avoir ce côté-là. Donc, oui, les gens sont encore très enclins à rechercher un contact personnalisé avec quelqu'un. La différence maintenant, c'est qu'en plus qu'on est capable d'avoir un fit avec une personne, donc oui, j'aime comment la personne parle, j'aime comment la personne est capable de me donner de l'information, il y a aussi le fait que les algorithmes vont non seulement me pousser de l'information sur cette personne-là, mais ils vont me pousser aussi de l'information pour ne pas me contredire moi, puis qui va me donner de l'information pour que me
complaire. Donc, on va tomber dans ce côté-là aussi. Si on regarde pour les podcasts, les différents sujets qui sont les plus écoutés, donc musique, nouvelles et actualités, quand même, hein, nouvelles actualités, deuxième niveau, à 32% des gens qui écoutent des podcasts écoutent justement des podcasts de nouvelles ou d'actualité. Fait que c'est quand même encore quelque chose qui prend de la place. Bon, on peut penser par contre justement à Audio de Radio-Canada qui prend quand même de la place, qui va avoir plusieurs documentaires. On pense à Cube de Québécois qui est là aussi, qui prend de plus en plus de place. iHeartRadio qui a différentes nouvelles, différentes plateformes qui sont là aussi. Puis bon, ben des podcasts un peu comme le nôtre ou d'autres là, qui vont toucher à de l'actualité ou à des nouvelles technologiques, ben on va pouvoir aussi apparaître là-dedans. Donc quand même, 32%, ce n'est pas à négliger. La moyenne d'heures passée sur les réseaux sociaux par semaine, c'est 3h33 par Québécois. Donc, les Québécois passent en moyenne 3h33 par semaine sur les différents réseaux sociaux. C'est une journée normale pour moi, je te dirais. Ouais, c'est ça. L'utilisation des réseaux sociaux proprement dit par les adultes québécois. 78% des adultes utilisent les réseaux sociaux de manière quotidienne. Donc, c'est énorme quand même. 90% chez les 18-54 ans. 84% des personnes qui vont utiliser d'une manière récurrente les réseaux sociaux. C'est des diplômés collégiales ou universitaires. Et puis 82% d'utilisation des réseaux sociaux chez les femmes. 82% des femmes vont être présentes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même majeur. Encore une fois, on le disait, ça fait longtemps qu'on le dit, bon, ben, du côté féminin, ça a une place quand même importante, mais les réseaux sociaux, encore une fois, 82% des femmes sont présentes sur les réseaux sociaux de manière quotidienne. On regarde, encore une fois, ben, Facebook, hein, qui est le réseau social qui est le plus dominant. Je dirais, par contre, si on regarde dans les derniers sondages qui ont eu lieu ben, en 2020, Facebook était en haut de 94% d'utilisation. On observe cette baisse-là tranquille, on s'entend, c'est pas quelque chose qui va exploser, mais on commence à observer tranquillement une baisse d'utilisation chez Facebook. YouTube, encore une fois, 59% des internautes vont consommer là, de l'information sur YouTube, 42% sur Instagram, 21% de TikTok. On a juste à penser aux sondages qui ont été faits en 2020, où on parlait de 7 à 8%. On est rendu à 21% en très peu de temps, donc c'est aussi populaire là, que Pinterest, que WhatsApp, que Snapchat, que Twitter, que LinkedIn. Donc on voit vraiment là, que TikTok est en train de se faire un nom de plus en plus au Québec puis d'être présent dans l'écosystème québécois. On le remarque beaucoup, entre autres ben, avec les nouvelles entreprises hein, qui vont là. Oui. Ben ça, je pense qu'on participe un peu à cette augmentation-là indirectement parce que, en tout cas, moi, de mon côté, là, c'est pas dur maintenant de convaincre quelqu'un. Il dit ah, il y a juste des vidéos de chats et de personnes qui dansent. Là. Ben, non, là, tout d'un coup, il montre une vidéo d'un expert qui parle ah, wow, c'est intéressant, ou un ébéniste. Là, on parlait d'ébénisterie, c'était la chaîne. La Quête du bois que j'avais vu hier, qui a un TikTok qui alimente pas tant que ça, mais bon, c'est correct. Son Twitch, il est super bien alimenté. Mais tu sais, il y en a d'autres, puis il y en a plein. Puis d'un coup, tu te rends compte, même des spécialistes du bois vont parler des essences, de leur essence préférée, montrer comment ils travaillent. Puis c'est sérieux, mais c'est sur TikTok. Ah oui, exact. Si on regarde les différents réseaux sociaux, bon, ben, Facebook, encore une fois, 90% des femmes sont sur Facebook, 79% des hommes sont sur Facebook, les Québécois présentement. Donc, si on veut rejoindre des gens, c'est encore là que ça se passe. On voit aussi, on observe tranquillement la baisse du côté d'Instagram, 45% des femmes, 37% des hommes. Pinterest, encore une fois, on le dit depuis plusieurs années, c'est très féminin comme utilisation, Pinterest, mais 27% des femmes utilisent Pinterest, puis 9% des hommes utilisent Pinterest. Donc, on voit là que malgré tout, puis malgré tous les efforts, il y a quand même une gentrification qui se fait, puis qui est là, puis qui est présente là, sur les différents réseaux sociaux. Pour le travail, Facebook, 27% des gens utilisent Facebook pour le travail, 14% LinkedIn, 10% YouTube, 8% Instagram, donc on voit quand même une baisse. Ce qui est à noter, puis ce qui me surprend un peu, mais c'est 54%
des Ouais. Québécois qui n'utilisent pas du tout aucun réseau social pour le travail. Donc, ça veut dire que aussi, on voit qu'il y a des outils de communication qui sont de plus en plus installés à l'intérieur des entreprises. Bon, on a pensé à Teams ou on a juste à Mhm. penser à des outils comme ça qui ont eu une méga propagation pendant la pandémie, mais qui sont maintenant bien utilisés dans les différentes entreprises. Donc, les gens sont plus obligés de passer par des outils plus traditionnels. Bon, là, ça commence à devenir intéressant. La confiance à l'égard des nouvelles puis de l'actualité diffusée sur les médias traditionnels, on voit là, que 67% ont quand même assez confiance aux médias traditionnels. Puis 25% là, peu ou pas du tout confiance là, Mhm. à ces niveaux-là. Bon, tu sais, ce clivage-là, ce split-là qu'on observe dans la société, qu'on observe aux États-Unis aussi, est à peu près le même. Aux États-Unis, les chiffres sont un peu plus élevés du côté du manque de confiance. On va tourner plus dans un entour de 30 à 35%. Ici, on est encore à 25%, mais on a des courses présentement à la chefferie qui s'enlignent pour essayer d'augmenter ce niveau-là. C'est drôle comment le chiffre me fait penser aux 30 quelques pourcents qu'on avait vu pour les conspirations. Exact. Je sais pas, tu sais, là, C'est dans le y même a-tu une mode. corrélation? Là? Y a-tu vraiment quelque chose à... Non, peut-être pas. Mais c'est drôle comment justement les pourcentages sont assez similaires. Oui, On parlait d'un quart à un tiers pour cent des Québécois, un tiers pour cent. Un quart ou un tiers pour cent des Québécois qui étaient plus ou moins en fait à l'aise avec les mesures, admettons, du gouvernement, ouais, qui pensaient que Bill Gates avait mis des puces, des choses comme ça. c'est ça. Et que c'est ça. Je trouve ça impressionnant, pareil, qu'il y ait autant de monde Oui. qui ne font pas confiance aux médias. Aux médias traditionnels, là, oui, c'est ça, tout à fait. Là. Si on regarde maintenant au niveau de la confiance à l'égard des nouvelles, de l'actualité qui est diffusée sur les réseaux sociaux, ben, regardez les chiffres. Il y a comme une tendance que moi, je suis capable d'observer, je sais pas pour vous, là, mais il y a 25% qui ont totalement et assez confiance à ce qu'ils vont retrouver sur le web puis sur les réseaux sociaux, puis 65% qui sont peu ou pas du tout en confiance avec ce qu'ils vont retrouver comme actualité sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment complètement l'inverse. On voit aussi là, cette utilisation-là qui est en train de changer, puis cette compréhension-là qui est en train de changer. Euh, Si on regarde aussi au niveau de la perception, on voit là que 76% des Québécois sont de plus en plus voient qu'il y a de plus en plus de commentaires négatifs sur les médias sociaux. Ouais. 66% là, qui disent que les exploitants des principaux réseaux sociaux devraient intervenir davantage en modérant de manière plus stricte le contenu ciblé, donc d'essayer d'intervenir justement sur le free speech, donc la liberté de parole. Puis 30% quand même qui disent qu'ils ont souvent de la difficulté à se déconnecter complètement des médias sociaux. J'en fais partie, je sais pas pour toi. Euh, Ça fait partie du mode de vie, mais c'est pas le mode de vie qu'on voudrait. C'est en plein ça. Si on regarde là, les sources d'information les plus souvent utilisées pour s'informer sur une nouvelle d'actualité, en comparaison, par contre, au niveau des Québécois et au niveau des Québécois immigrants, donc on fait vraiment la comparaison des personnes qui sont natifs puis des arrivants, des immigrants, on voit aussi qu'il y a une grosse différence là, qui s'installe. Pour les immigrants, 57% vont justement rechercher plus sur les sites web qui vont offrir du contenu d'information. C'est 40% pour les Québécois natifs. Pour la télévision, 55% seulement des adultes québécois immigrants vont regarder la télévision pour aller chercher de l'information. C'est encore 66% des Québécois natifs qui vont utiliser la télévision. Les réseaux sociaux, on observe encore un 45% du côté des immigrants, 31% du côté des Québécois natifs. Puis pour le reste, là, bon, on voit là, que quand même là, un petit peu, hein, ça se stabilise un peu, à l'exception peut-être pour la radio, où là, on tombe vraiment là, à un 20% pour des immigrants et 33% pour les Québécois natifs. Donc oui, peut-être là, que le côté de la langue a un impact sur justement l'utilisation ou la recherche d'informations au niveau de l'actualité. Mais quand même, on observe là, un bon clivage quand même, là, entre autres, là, Ouais. sur l'utilisation. On voit que les Québécois sont peut-être plus
long à adopter la tendance qu'on observe, entre autres en Europe ou aux États-Unis, sur l'utilisation justement de l'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des sites web, puis des différentes plateformes de nouvelles pour justement se tenir au courant. Le réflexe est encore la télévision, puis même la radio dans certains cas. Ouais, mais je trouve intéressant, surtout la dernière, tu sais, forum de discussion, blog. Ouais. 10%, tu sais, OK, c'est peut-être pas aussi significatif que les réseaux sociaux, télévision, là, c'est 10%, pas 55 ni 45. Ouais. Mais ce 10%-là, tu sais, me semble cohérent avec la recherche de communauté, tiens. Ouais. La communauté, souvent, je pense, on voit les Québécois, peut-être ils l'ont plus facilement sur Facebook, tiens, où c'est facile de s'identifier, de se reconnaître, puis il y a moins de jugement peut-être entre deux Québécois de naissance sur un Spotted, admettons, pour avoir des nouvelles de la place ou même une page de la ville de Rimouski, tiens. Oui, alors qu'un forum de discussion où tu es déjà avec une communauté filtrée, une modération, tu sais, des gens qui sont là pour, peut-être même pour la raison, justement, de donner de l'aide à ces communautés nouvellement arrivantes. Je trouve ça très intéressant. C'est une stat qui, peut-être, je trouve pas énorme, mais que je trouve super intéressante à observer. Peut-être à creuser. Oui, c'est ça, il y a une tangente. On voit vraiment là, que ça fait partie du sac à outils des différentes personnes qui veulent aller chercher un peu plus d'informations justement sur l'actualité. Puis je pense aux organismes qui les accueillent. Là. Tout d'un coup, ça peut devenir super intéressant de pouvoir faire un forum où on leur donne de l'info de qualité versus de les laisser aller sur un 4chan, admettons. Ouais, genre... de se créer une communauté où c'est pas nécessairement toujours... C'est pas la meilleure des places. C'est ça. Ouais. Si on regarde encore une fois la réalisation de différentes activités sur les réseaux sociaux, même pourquoi est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, encore une fois, pour les adultes québécois immigrants, 80% utilisent les réseaux sociaux justement pour discuter puis envoyer des messages, contrairement à 57% des Québécois qui sont natifs, qui eux vont l'utiliser pour discuter puis envoyer des messages. Donc on voit que dans la tête de plusieurs Québécois, les réseaux sociaux, c'est encore un endroit de divertissement, c'est encore un endroit qui est là pour aller chercher certaines nouvelles, aller jouer en ligne. À 38% encore, les Québécois natifs qui vont aller jouer sur les réseaux sociaux. Donc, on voit là, que ça a un impact, que cette utilisation-là a quand même une bonne différence. Donc, le Québec, la manière qu'ils utilisent justement ces outils-là, a quand même une bonne différence avec ce qui se fait ailleurs présentement. Ouais. Les Québécois jouent encore à Farmville, dans le fond, c'est ça que tu me dis. Là. Ben oui, c'est en plein ça, tu sais, ils sont encore un peu là-dedans, puis ils sont encore pris un peu dans cet environnement-là. Puis c'est ça, on tombe vraiment avec, oui, Farmville ou d'autres outils ou d'autres applications, puis ils vont utiliser Facebook plus comme un outil de gestion, d'information, de divertissement. Peut-être justement au lieu de chercher, ils vont essayer de se concentrer et utiliser Facebook un peu comme un agrégateur. Bon. Ouais. Ce sont quelques-unes des nombreuses données qui sont sorties de ce sondage-là, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Bon, moi, que je vois, puis ce qui est vraiment un clash pour ce que moi je vois, là, pour l'utilisation, puis pour mes différents clients, ça fait longtemps qu'on dit que le Québec a un retard sur l'utilisation des différents outils numériques et puis sur la citoyenneté numérique, être capable justement de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qui est légitime ou pas sur le web. Mais on voit quand même clairement dans ce sondage-là que, c'est pas une majorité, mais on voit que c'est un peu plus lent qu'ailleurs à prendre le virage numérique. Ça, t'as-tu regardé un peu de données comparatives, justement, juste pour le fun entre les États-Unis, le Québec? C'est drôle, je viens de dire que, en le disant, je me suis rendu compte, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que Québec, c'est pas les États-Unis. Canada, États-Unis, peut-être plus. Mais peut-être des États aux États-Unis où il y aurait des comparables. Je suis pas sûr qu'on est comme l'Arkansas ou le Texas, là, au Québec, là. Mais on n'est peut-être pas aussi avancé que des places comme New York, Los Angeles, Californie, admettons, où il y a tellement de développement. Ça serait quoi, en fait, on peut la mettre sur une question, ça serait quoi le bon comparable pour le Québec? Avec quel État on peut bien se comparer là-dessus?
Mais j'ai toujours été d'avis que peu importe notre provenance au Canada, on a beaucoup plus de liens d'affiliation nord-sud que est-ouest. Ouais. On a beaucoup plus d'habitudes de consommation qui sont très similaires à ce qui se passe au Vermont, au Maine ou à New York ou dans ces environnements-là, plutôt que ce qui se passe ben, en Oregon, au Colorado ou même en Californie. On n'a pas du tout la même consommation, le même type de consommation. Par contre, Vancouver a des liens qui sont beaucoup plus près avec ces données-là. Donc, d'où le pourquoi la New-Yorkisation de Toronto était si prévisible, parce que c'est un vase communicant. Là. C'est la consommation, la manière de faire, la manière de travailler est très facilement transposable d'un côté à l'autre. OK. Tu dis ça, puis je trouve ça intéressant parce que justement, une des choses que peut-être faudrait la mesurer, mais une des choses que j'observe, c'est qu'au Québec, plus peut-être qu'en Ontario, mais au Québec, puis dans certaines régions de l'ouest du Canada, le traitement, des nouvelles, le traitement tout ce qui est conspiration, justement, me fait beaucoup penser à ce qu'on va voir dans des États un peu plus extrémistes comme au Texas, justement, qui sont plus à droite, où il y a un bon contrôle différent, puis une vision différente de c'est quoi la liberté d'expression, puis jusqu'où elle peut aller. Versus, admettons, Colombie-Britannique, où généralement, moi, ce que je vois, ça ressemble beaucoup plus à des États où ils vont être extrêmement ouverts d'esprit, beaucoup plus à gauche, tiens. Au-delà de tout ce qu'on peut retrouver justement à Vancouver comme problème avec l'immobilier, etc. Là. Tu sais, ce lien philosophique-là entre le traitement de l'information au Québec puis ce qui se fait au Texas, des fois, je trouve qu'il est proche versus ce qu'on essaie de montrer qu'on est beaucoup plus ouvert que ce qu'on n'est pas. Tu sais, c'est peut-être encore une fois l'idée du poids de cette majorité silencieuse-là qui est très minoritaire. Des fois, on a l'impression qu'il est non majoritaire puis elle prend beaucoup de place dans le traitement de l'actualité. Là. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment, là, il y a cette tangente-là qui est très présente. Je suis juste en train d'essayer c'est pas long, j'ai une donnée ici que je veux te montrer. Comme ça ici. Bon. Donc, ce qui est le plus comparable, on va aller ici. Donc, ce qui est le plus comparable, bon, on sait là, que Hootsuite, toutes les années, fait une méga étude justement des différentes habitudes, puis des différentes habitudes de consommation, puis d'utilisation surtout des différentes plateformes. Bon, celle de 2021, je ne l'ai pas sous la main, là, je dois l'avoir dans mes dossiers, mais bon, si on regarde avec 2020, pour le Canada, des internautes âgés entre 16 et 64 ans, juste dans l'utilisation des différentes plateformes sociales, on voit déjà quand même une grande différence. 85% des Canadiens vont utiliser YouTube en premier. On était ici à 59% des Québécois qui l'utilisaient. Fait que déjà là, on voit qu'il y a une bonne différence sur l'utilisation. Encore là, c'est peut-être au niveau de la langue. Il y a énormément de contenu sur YouTube anglophone. Il y a du contenu francophone. Il commence à en avoir de plus en plus de manière intéressante, mais l'algorithme a tendance à proposer beaucoup plus par sujet que plutôt que par langue. Fait qu'on voit peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là. Facebook, où ici, ben, du côté féminin, on se rappelle, c'était 90%, 79% des Québécois, des Canadiens, je m'excuse, 79% des Canadiens utilisent Facebook. Donc, puis là, on voit aussi avec cette baisse-là, on doit peut-être être rendu dans les alentours de 67-68% au point de vue du Canada. Messenger, Instagram, Twitter, on voit là quand même. Ce qu'on voit aussi, ben, c'est l'apparition de ceux qui sont peut-être plus champ gauche ou plus nichés. Bon, ben Reddit au Canada avec 25%, Skype avec 20%, Twitch avec 14%, TikTok qui était à 9%. On est en 2020, par contre, ça a augmenté, là, je suis à peu près sûr. On doit être dans les alentours de pas loin là, d'un 20-21% là, de ce côté-là. Donc, on voit simplement... Puis Reddit, 25% au Canada, c'était quoi, 8% au Québec? Oui, c'est en plein ça. C'est fou parce que Reddit, c'en est un qui est à la... se prétend à la porte d'entrée du web parce qu'on a accès à un paquet de liens, un paquet de communautés différentes. Puis c'en est un que je trouve qui est à la limite entre un forum de discussion puis un réseau social. Ouais. Il nous donne accès à des communautés, mais
chaque communauté est gérée comme elle l'entend. Un peu comme des groupes Facebook, mais un peu infinis. Oui, On en trouve sur toutes, puis des fois, tu as une discussion puis qui va mener à la création tout d'un coup d'un nouveau groupe sur Reddit. Donc, je sais pas, il y en a qui fait une blague, il fait une nouvelle communauté avec cette blague-là, puis bang, on commence à l'alimenter, puis en quelques heures, ça devient viral. Tu sais, 25% des Canadiens versus 8%, 9% des Québécois. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant à voir comment les Québécois, on n'est pas portés à aller vers des plateformes où c'est pas tout à fait c'est pas un réseau social à part entière ou c'est pas de la nouvelle à part entière, c'est entre les deux. C'est une communauté qui s'autorégule pour donner de la nouvelle de qualité ou pour donner de la désinformation si c'est assumé. Ils diront pas que c'est de la désinformation, mais on sait tous que ça en est. ouais, c'est en plein ça, là. C'est en plein ça. Ça sera pas long, j'ai un chargement qui est en train de se faire. Mais c'est ça, on voit là vraiment, il y a quand même un bon clivage sur l'utilisation. Puis c'est une tendance qui a de l'air d'être très québécoise dans la manière de se faire. Encore là, comme je le dis, c'est vraiment, j'ai pas fait l'étude dessus, mais mon premier réflexe serait justement de dire, ben, il y a peut-être un côté qui est très axé sur le côté langue, là, justement. Ouais. C'est sûr qu'il y a une communauté québécoise sur Reddit, mais on n'est pas à un endroit où il y a beaucoup de contenu français, puis il y a beaucoup de communautés qui n'acceptent pas les autres langues, tout ça en partant. Non. Si c'est pas en anglais, même si c'est une communauté japonaise, même des fois, on va mettre, il faut que ça soit partagé en anglais pour que les gens de l'extérieur puissent consulter. Tu sais, je suis tombé sur une affaire, justement, c'était scandinave, que tous les contenus qui devaient être partagés devaient être traduisibles ou disponibles en anglais. Un peu comme au Québec, on va dire, il faut que Oui. ça soit disponible en français. Là. Ben, eux autres, la communauté, c'est non, il faut que ça soit absolument disponible en anglais parce qu'on va parler de tourisme, on va parler des lieux, on va parler de ci, on va parler de ça, puis on veut être inclusif. On veut être inclusif, mais en même temps, on se rend compte que même la langue d'origine n'est pas acceptée. T'sais. Non, c'est ça, c'est en plein ça. On a Tyrannoï justement qui dit j'adore tellement Reddit, mais c'est ça, surtout à cause de son humour. Ouais, Mais c'est ça, c'est en plein ça. Oui, c'est très présent. Encore une fois, quelle est la vraie utilisation ou l'utilisation profonde des réseaux sociaux, entre autres au Québec? C'est-tu encore juste du divertissement ou est-ce que les gens vont vraiment aller chercher de l'information? ouais. Euh, je crois que c'est dans les termes of usage de Reddit, justement, l'anglais. Bonne question. Il y a Michel, des t'es plus sur communautés moi, non? qui. Ben, il y a des communautés qui vont dire que c'est correct. Chaque communauté peut s'auto-gérer, mais Reddit a ses propres terms of services. Le... Comment je vais dire ça? On parle de Reddit pour l'humour. Oui, il y a énormément de contenu d'humour sur Reddit. Tu as même des utilisateurs qui sont là que pour faire un show. Tu en as un qui fait des doodles sur des Oui. commentaires. Il y en a un qui va faire des poèmes sur des commentaires. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est super intéressant, mais à côté, tu as aussi ce que moi je consomme peut-être même trop. C'est tous les agrégateurs de journaux. Fait qu'on peut chercher par des sujets, admettons, bon, les fusillades qu'il y a aux États-Unis, admettons. On va voir l'ensemble de tout ce qui a été publié sur le sujet dans tous les journaux qui sont disponibles en ligne. Moi, ça me plaît parce que tu n'as pas le choix de faire une certaine recherche, de faire jouer ton esprit critique. Tu n'as pas juste une source. Tu vas avoir l'extrême droite comme tu vas avoir l'extrême gauche, puis ceux qui sont quelque part dans le milieu. Mais tu as les deux, tu as les trois, quelque part, les trois niveaux. Puis ça, j'aime ça de Reddit. On n'est pas pogné avec le fil d'actualité de Facebook. Par contre, à travers, à travers la bullshit qu'on va avoir sur Reddit, à travers les nombreuses sections d'humour, c'est pas toujours facile de savoir comment trouver l'info ou trouver même les groupes qui vont pouvoir nous donner ce qu'on a besoin. Là. Fait que je comprends, ça demande tellement d'éducation pour l'utiliser que je comprends en même temps qu'au Québec, si on est déjà un peu en retard par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, une plateforme comme Reddit qui demande une certaine préparation quelque part, peut-être moins évident. Là. Oui, oh, oui, c'est sûr. Moi, Reddit C'est est bien en haut moins de ma évident. liste. Là, c'est là que je perds le plus de mon temps dans ma semaine. Là, ça, c'est clair. J'ai une donnée ici. Bon, euh, Oui, Tyrannoid, tu as un super bon point là-dessus. Là, des endroits qui sont très toxiques ah et oui, dangereux. Il y a beaucoup de sections même qui ont oui. été Oui. barrées. Dans les dernières années, ça, j'ai beaucoup aimé ce que Reddit a fait par rapport à ça. Tout ce qui était grooming, tout ce qui était désinformation.
Il y a même des sections à partir de 2016 là, qui ont commencé, je ne sais pas pourquoi, à partir de 2016, Il y a comme mais qui ont arrivé quelque commencé à être un chose. peu plus sévères sur la désinformation. Puis qui en sont venus avec des white supremacists, admettons, qui étaient vraiment très présents, ben on a carrément on a mis en quarantaine les communautés, puis éventuellement certaines communautés ont carrément été fermées. Il y a eu ce que certaines autres plateformes plus populaires comme Facebook sont pas prêts à faire. Ben, Reddit a été quand même faire une dose de modération. Il y en a qui ont été chialés justement, ça paraît que c'est les Chinois qui l'ont acheté, ça paraît ci, ça paraît ça, mais au-delà de tout ça, c'est une plateforme où je trouve il y a un bon effort des gestionnaires. Tu pognes ton information de TikTok. Je trouve ça bon, ça. C'est Oui, mais c'est information ça. sur TikTok. Mais c'est la preuve que TikTok, justement, est en méga changement et est en train Ouais. de devenir autre chose que ce que c'était initialement. Bon, on voit à peu près plus. Ben, on sent de moins en moins le Musical.ly qui était là puis qui était présent, justement, quand ils ont fait l'acquisition puis ils ont fait les différentes fusions. Donc, on voit, justement, là, que c'est en train de bouger. Mais oui, TikTok est encore une place, justement, pour consommer quand même beaucoup de contenu. Puis, ben, dans le contenu, ben oui, il y a des nouvelles. Ouais. Ah, J'essaie quand même de double vérifier mes faits. C'est comme c'est dans le pas mal essentiel, surtout en sachant que parfois sur TikTok, ça peut être sur Twitch aussi. On veut plus ah oui. des émissions d'actualité sur Twitch. J'en consomme à la pelletée. C'est vraiment ça là, de ce temps-là. Puis on voit, encore une fois, on voit le clivage en Europe pendant, ben, juste en France, pendant les élections, le nombre de contenus qui a été fait justement sur Twitch pour envoyer de l'information. OK, c'est pas toujours de la bonne manière, on s'entend là. Mais encore une fois, ça reste une élection, fait qu'on tombe pareil dans ce mode-là, mais il y avait une manière qui était très intéressante. Je vais juste vous présenter quelque chose rapidement. Euh, on va juste aller ici. Donc, ça, c'est vraiment pour 2022. Là, on voit là, au-dessus, justement, l'information. Encore une fois, Facebook qui est présent. 76% là, des internautes canadiens. Là, on est vraiment juste au Canada. Là, 76,9%. Fait qu'on voit là, quand même le clivage avec le 86-87 qu'on avait tantôt. 90 du côté du Québec, on voit là, cette descente-là. Instagram qui est encore à 58%. WhatsApp, iMessage, Twitter. On retrouve TikTok. TikTok au Canada à 32%. 32% des internautes sont entre 16 et 64 ans utilisent TikTok. Ah, C'est énorme, c'est majeur. On voyait ici, on est à 21, on commence. Encore une fois, tu sais, quand je dis qu'on a un léger retard au point de vue de l'adoption d'outils, une manière de faire. Là. On est là-dedans. Le Reddit à 26. ah oui. Quand Reddit est en avant de Skype, est en avant de Telegram, puis est en avant de Tumblr, ça démontre aussi une certaine démocratisation de ce type de consommation-là, puis de ce type de consommation d'informations-là. Information de toutes sortes, ça peut être du divertissement, peu importe, là, mais... Ouais. Fait que non, on a quand même là, quelque chose qui est intéressant. Tu parlais de Twitch, là. Ouais, D'ailleurs, on avait relevé dans un des podcasts il n'y a pas si longtemps, Canadien qui avait fait le Canadien de Montréal qui avait fait sa oui, conférence de presse sur Twitch. oui, Tu sais, le côté politique, gestion de communication, tiens, qui commence à transiter vers des plateformes comme Twitch. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'on arrive à un niveau où on va utiliser des plateformes où c'est plus unidirectionnel. On vous donne de l'info, mais il y a une certaine interaction qui est possible. oui. Puis quand je parlais tantôt des balados, tu sais, comment le lien de confiance se transfère, ben aujourd'hui, mettons par Twitch, ben quelqu'un qui va lire de l'actualité, ben il peut avoir des questions dans le chat, il peut avoir des gens qui commentent, il peut Oui, avoir Patrick justement qui nous pose une question. Tu oui, sais, c'est en plein ça. ce lien-là qu'on peut avoir direct, communicationnel, tiens, ben on donne notre confiance, mais on peut toujours la vérifier, on peut toujours la confirmer, on peut toujours la challenger. Puis ça, je pas ça d'une plateforme comme Twitch parce que ça nous donne l'opportunité de remettre en question ce qu'on nous donne comme info. Oui, Puis gars, Google est pas loin. Fait que tu me dis une bullshit, je peux aller vérifier sur juste Google, à côté. confirmer, infirmer, puis après ça, te donner l'info, puis vérifier après comment tu reçois cette vérification-là, ce fact-checking-là en Mhm. temps réel. Ouais. Est-ce que tu le tolères ou est-ce que tu fais comme certains Ouais. politiciens ont fait, puis non, 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 tu sais, non.
Fait que j'aime beaucoup le fonctionnement de plateformes comme Twitch ou même Reddit permet de le faire avec les AMA, admettons, Ouais. Ben, les questions en temps réel. Là. on le voit encore en Europe, certains grands clubs de football diffusent les premières entrevues puis diffusent les informations sur Twitch avant de les donner aux médias traditionnels. Ça a Mhm. créé un tollé l'année dernière. Mais quand Messi est arrivé, la première chose qu'il a fait, ben, c'était justement de donner son entrevue à une personne sur Twitch qui venait de l'Argentine. Donc, ça a créé un tollé énorme avant même d'arriver vers les médias traditionnels. On a deux questions. Un Ouais. Tyrannoï qui dit justement que pensez-vous justement de la neutralité de l'information à l'ère des internets? Pensez-vous qu'on peut encore offrir des informations non biaisées? Michel, qu'est-ce que t'en penses? Parce que si moi je pars, je suis parti. Ben, moi, je pense plus que jamais parce que ça nous force à donner de l'info de meilleure qualité parce que c'est plus facile à vérifier qu'avant. Là, je me reporte dans les années 50, tu dis quelque chose à SRC, ben, comment tu fais pour vérifier, là? Je veux dire, ton téléphone, es-tu rendu même en région? Peut-être même pas. Fait que avant que tu aies une vérification de l'info par ton journal local du coin avec le journaliste qui a pris la peine de chercher puis il a fait l'arrêt de Montréal et Rimouski pour pouvoir vérifier ça. Ouais, Tu sais, aujourd'hui, ça se fait en temps réel. En quelques ouais, secondes, on peut vérifier. Fait, est-ce que c'est possible? Oui. Là, si on rentre dans la neutralité d'Internet, par contre, c'est ça. là, c'est C'est une un autre autre affaire. enjeu. Moi, je C'est serais ça. du genre à dire on devrait nationaliser Internet pour que ça soit nous autres qui le possèdent et non pas des entités privées. Mais ça, c'est autre chose. On ne commencera pas là-dessus. Mais neutralité de l'information, moi, j'y crois. Je pense que c'est encore possible et même Ouais. souhaitable. Au-delà des commentaires qu'on va faire, ça prend du fact-checking. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait justement dans le dernier podcast. Là où ça devient intéressant, c'est l'utilisation des données que les gens vont en faire. Bon, le journaliste citoyen, c'est une chose, être capable de questionner, être capable d'amener ça un peu plus loin. Il y a des bonnes choses qui se font. Est-ce que je remets en question ça? Non, pas totalement, mais par contre, d'être encadré puis d'avoir quelque chose, oui, je pense que c'est quand même, ça reste encore quelque chose qui est essentiel. Là où ça devient intéressant, c'est que les gens ont une manière d'interpréter l'information qui leur est envoyée. Puis au niveau de la neutralité, c'est vraiment là où ça peut se dessiner. C'est que voici les informations, voici ce qui est disponible, mais voici comment vous allez les interpréter. Mais la neutralité, c'est aussi d'accepter le fait que ben, ça peut prendre une chire à gauche ou à droite bien facilement, mais c'est d'accepter que ça existe, mais de toujours être capable d'arriver puis de fournir de l'information, puis de fournir de l'actualité d'une manière le plus neutre possible pour être capable d'essayer de rester dans le factuel, Ouais. moins dans l'opinion. Même encore, il y a énormément de journalistes qui font de l'humeur, de l'humour et de l'opinion de ce temps-là. Ça me tape ses nerfs, ça C'est fait moyen l'actualité temps. commentée. C'est C'est la mode l'actualité depuis plusieurs spectacle. années. C'est Ouais. cette mode-là du modèle américain de l'actualité qui est très présent. Bon, ben, autant en France, on va avoir le débat pour à rien. Mm. Ils vont débattre pendant 2 heures sur la couleur de la première couverture c'était quoi? C'était la première couverture du nouveau budget là, qu'il avait fait. Là. Ben, les couleurs n'étaient pas selon ce que eux autres aimaient. Puis ben, à un moment donné, là, Ouais. quand c'est rendu là, puis tu fais une émission d'une heure complète en débat là-dessus, c'est un peu comme un non-sens. Mais là où ça peut devenir intéressant, c'est justement d'être capable d'arriver puis de commenter live. C'est quand Pierre Bruno soupire et puis il roule les yeux en livrant une nouvelle. On n'est pas neutre. Non, moi aussi, ça c'est... Ouais. J'ai Eh, énormément de difficultés avec ça. Mais tu sais, il y a un on lecteur le de voit. nouvelles, je pense que ce besoin-là de neutralité qui devrait toujours être là. Ouais. Les gens qui commentent l'actualité, un podcasteur ou Ouais. quelqu'un qui fait un Twitch justement qui parle d'actualité, puis tu sais, je te donne un exemple. Google me donne une stat sur son algorithme. Moi, je peux te dire ce que j'en pense. Ouais. Google devrait pas me dire ce qu'il en pense. Il devrait me Non, donner les faits. Un peu comme la factuel. NASA. Ouais. Tu sais, la NASA peut s'émerveiller, ça me dérange pas que les gens Non. de la NASA s'émerveillent, tiens, d'une découverte. Ce qui me dérangerait, c'est que la NASA me vende cet émerveillement-là au lieu de me donner l'info. Tu sais, c'est ce,
la source primaire de l'information devrait toujours être neutre. Le problème qu'on a, c'est qu'on fait de source secondaire notre source primaire. Fait que c'est là que ça devient plus neutre. On se fie même plus aux scientifiques qui a sorti un fait. On se fie aux journalistes qui a roulé des yeux live à la TV en disant, bon, encore un scientifique qui nous dit que la Terre n'est pas plate. En tout cas. Mais encore là, le questionnement qu'on doit avoir en tant que consommateur de cette information-là, c'est pourquoi est-ce que c'est ça qui pogne? Bon, il y a deux choses. On en a parlé avec Maxime sur le podcast. Il y a aussi des chercheurs, des universitaires qui vont arriver avec du factuel, mais tellement complexe, tellement plate, tellement montré d'une manière qui est faite pour être le plus incompréhensible possible, que tout ce qu'on fait, c'est qu'on laisse de la place à l'interprétation, justement. Puis c'est là que ça devient dangereux. Si je te comprends pas, c'est pas bon. C'est en plein ça. Ce qui manque, c'est ce tampon-là. Que Pierre Bruno roule les yeux, bon, ok, oui, c'est peut-être déplacé un peu, mais la personne reste humaine et elle est live. On le sait, là, on fait du Twitch, là, on est sur live. D'être live complètement pendant 2 heures ou 24 heures comme on a fait l'année passée, c'est sûr à un moment donné qu'on s'échappe. C'est clair, mais c'est la même chose pour lui. Ça ne devrait pas, mais ça reste un côté, oui, un côté humain qui est là, puis il y a des choses qui vont venir le chercher plus que d'autres, comme des sujets qui vont être plus qui vont toucher plus. Je vais donner un exemple parce que là, ça me vient, mais malheureusement, les fusillades qu'il y a aux États-Unis, la fusillade notamment, Youville, c'est ça le nom de la ville? Certains journalistes qui, en ondes, se sont insurgés de ce qu'ils lisaient. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont commenté. Cette réaction humaine-là, moi, me dérange pas. Non. C'est quand on est un peu comme... quand c'est stagé. Exactement, tu sais, que là, ils vont lire leur texte, c'est préparé, puis c'est fait pour nous influencer. C'est pas l'humain qui parle, c'est le showman ou la showwoman qui essaie de nous vendre ou de nous transférer une émotion qui est pas nécessairement celle qui est valide ou celle qu'on aurait, tu sais. Fait que c'est... Tu sais, comment qu'il y en a eu, justement, une certaine... je me reporte juste aux étudiants, tu sais, comment de journalistes se sont emportés envers les étudiants. Richard Martineau, qui en était un excellent exemple. On sait bien, il était en train de boire le sangria sur le bord d'une terrasse. Là, il m'est venu un sacre en y repensant. À quel point c'était pas de la nouvelle. Non, c'était juste du sensationnalisme. Ça ne n'est pas. Et eux le savent que ça ne n'est pas. Par contre, les médias qui ont un besoin de vendre absolument de ce temps-là, parce que leurs fonds sont coupés à gauche puis à droite, mais vont tomber dans ce mode-là, tout d'un coup, du spectacle, en laissant beaucoup trop de place à des personnes qui vont commenter, puis parce que on voit souvent le même type de personnes. Là. On s'entend, là. C'est pas mal tout le temps le même type, le même profil de personne qui va aller commenter. Là. Ça devient quelque chose de problématique. Oui, Tyrannoï, on a besoin de vulgarisateurs. C'est cette étape-là qui manque. Là, on revient au travail de René Lévesque pendant qu'il était à Radio-Canada, justement, où son travail était justement d'essayer de vulgariser le plus possible l'actualité, puis qu'est-ce qui va se passer. Présentement, avec ce qui se passe en Ukraine, on fait le tour des différents médias. Je te garantis qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont là, qui sont capables de vulgariser qu'est-ce qui se passe pour le vrai. Par contre, c'est ce qui manque, c'est cette étape-là, et on ne laisse pas de place à ces personnes-là parce que ça fait trop réagir, la gauche, la droite, puis tout le monde, puis là, on tombe dans de l'interprétation factuelle, puis là, tout le monde y va de son opinion, parce que tout le monde est expert maintenant. Le discours de Mathieu... Ce que tu mentionnes, par rapport à la vulgarisation, une des choses que certains clients même m'ont lancé dans les dernières années, c'est « Ouais, mais tu sais, Michel, si je vulgarise trop, ça sera plus vrai pour certaines personnes, puis mon ordre va me planter. Oui. Mon ordre va me critiquer. Oui, mais ton client, il a-tu avoir tous les détails scientifiques derrière le traitement ou l'approche que tu as? Non.
Ton client a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Après, tu pourras lui donner de l'info un peu plus poussée parce qu'il va comprendre la base. Oui. Mais on se permet pas d'aller là par crainte que, on se fasse vérifier, on se fasse critiquer, ou encore que ça soit pas assez vrai, assez parfaitement vrai. Mm-hmm. Qu'on ait cette peur de prendre de tourner un coin rond, tu sais. Hey, là, c'est normal. Si je te vulgarise l'algorithme de Google, je le sais que je te dis pas tout. Ah, c'est ça. Mais si je te le simplifie en disant c'est juste un ensemble de bonnes pratiques, as-tu besoin de savoir l'ensemble des 300 critères que Google utilise? Non, tu as juste besoin de savoir les 3 bonnes pratiques à suivre. Oui. C'est ce défi-là qui n'est pas évident, puis que je comprends. La vulgarisation scientifique en tant que telle, je pense que c'est un art. Oh oui, complètement. C'est pas donné juste à un lecteur de nouvelles, non. Ni même à un scientifique. Le scientifique lui-même, c'est pas la bonne personne pour vulgariser souvent. Et pour déjà avoir discuté avec Laurent Turcot de ce sujet-là, c'est mal vu dans les universités et chez les universitaires de faire ce travail-là. Parce qu'on veut vraiment garder l'élitisme-là. Puis les personnes, quand ils travaillent, ou des chercheurs qui vont travailler justement à la vulgarisation, à la simplification, puis à rendre un sujet plus populaire, ben, les universités, les universitaires débarquent puis essaient de tout faire fermer parce qu'on embarque dans quelque chose qui n'est pas dans leur cadre à eux. Alors, on voit le discours de Matthew McConaughey, Tiranoï qui nous dit ça, le discours de Matthew McConaughey sur la fusillade, justement, c'est poignant, c'est crève-cœur, mais c'est un acteur. C'est ça, puis c'est là où on en est rendu aussi. On a une switch d'un coup en disant oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit, oui, ça n'a absolument aucun sens, oui, c'est vraiment l'enfer, mais livré comme ça, ouais, mais c'est sa job de le livrer comme ça. Fait que là, tout d'un coup, on a ce double discours avec nous-mêmes sur l'importance qu'on devrait donner à un discours comme ça. Encore Tiranoï qui nous dit, ben, en politique, l'émission des ex est très bien, justement parce que c'était une vision d'anciens ministres sur ce qui se passait dans l'arène politique avec plusieurs points de vue. Puis c'est une de mes émissions de télévision préférées. C'est un rendez-vous que j'écoute. Bon, ok, je suis un maniaque de politique fini puis de communication, ça aide pas, là. Mais la manière que c'est fait, la manière que c'est géré, la manière que les débats sont gérés, c'est ultra bien fait parce que ça nous permet justement d'avoir la vision de différentes avenues pour justement mieux saisir, mieux comprendre, puis déjà d'avoir peut-être un œil éclairé. Puis combien de fois est-ce que justement on a une personne qui est campée dans une position, mais finalement on se rend compte que ouais, mais tu sais, quand tu pousses un peu, puis quand tu commences à essayer de comprendre un peu plus ce qu'il y a en arrière, ben tu vois que c'est pas si loin que ce que les autres disent, c'est juste on s'entend pas sur des terminologies. Neil deGrasse Tyson aussi, il n'est pas aimé parmi les astrophysicists, mais dans le fond, son travail est hyper important, puis oui, puis ça fait partie, c'est ça qui est triste dans la chose, parce que les universitaires, les chercheurs ont le choix, ont pas le choix, ils vont devoir publier, ils vont devoir faire de l'information, créer de la documentation, ou créer justement quelque chose pour un sujet donné. Mais une des choses qu'ils peuvent choisir, c'est justement de travailler sur de la vulgarisation ou de travailler sur l'accessibilité à cette information-là. Mais trop peu de gens y vont parce que, ben, comme Michel le dit, c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Puis, ben, on se fait juger par nos pairs. Oui, ben, tu parles de Neil deGrasse Tyson, je trouve que c'est un excellent exemple parce que il y a un autre scientifique, là, j'ai cherché rapidement, je n'ai pas trouvé son nom, puis je suis 100% d'accord avec ce qu'il disait. Arrêtez de me demander pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi le Soleil bouge dans l'univers. Demandez-moi comment. Et je suis 100% d'accord avec lui. C'est vrai qu'en bout de ligne, là, on devrait juste s'intéresser au comment puis pas au pourquoi. Par contre, quelqu'un comme Neil deGrasse Tyson, ce qu'il fait, là, c'est de nous amener à comprendre pourquoi ça se passe de même puis qu'est-ce qui est intéressant dans ce pourquoi-là. Pour arriver un peu plus tard dans notre cheminement à comment ça marche. À cette heure que tu m'as dit pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est trippant, pourquoi j'ai pas besoin de trouver une explication mystique au fait que la Terre tourne dans l'univers puis que, non, il n'y a pas rien de mystique, c'est juste des maths. Ben après, je peux m'intéresser au comment. Je peux m'intéresser à comment les maths expliquent la situation. Fait que je trouve que c'est juste un cheminement de... on revoit le cheminement de l'ancienne façon d'éduquer, même en même temps. C'est drôle, on parle d'éducation la semaine dernière, mais on revient quand même là-dedans. Oui. Si on se permet des fois de toucher les gens en vulgarisant, d'arriver à leur montrer pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est très, pourquoi c'est important, après ça, on pourra aller dans le discours scientifique un peu plus poussé. Mais si on ne fait pas cette étape-là,
puis qu'on arrive tout de suite au comment, ben oui, on va toucher certaines personnes, mais ça va être une fraction. Moi, personnellement, là, avant qu'on commence à m'expliquer justement la politique, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, je m'en foutais bien gros des enjeux économiques du Québec puis du Canada. Ben C'est oui, pas ça qui m'intéressait. c'est sûr. C'était pourquoi c'est important, Ben oui. pourquoi je devrais m'en soucier. Ah, Une fois que j'ai compris ça, après, je suis comme, OK, le comment de la chose est important. ben oui, tout à Fait fait. la vulgarisation, ça prend des bons vulgarisateurs, mais on les valorise pas assez. Puis je veux dire, je suis passé par l'université, puis combien de fois, justement, j'ai fait des. Combien de fois certains profs, je les ai encore en face, là, que je vulgarisais une notion qu'eux autres m'avaient expliquée, puis j'ai pas utilisé leur vocabulaire. J'ai essayé de vulgariser, puis d'amener, la personne, elle comprend pas ça, là. Elle est en train de me parler dans le salon du livre, puis elle me pose une question sur une théorie littéraire, fait que j'ai vulgarise. Ben, ça ressemble un peu à ça. La prof qui est pas contente, c'est non, Michel, c'est pas ça, t'as expliqué ça de même, ça n'a pas de bon sens. Mais, écoute, le but, c'était pas d'en faire un étudiant en littérature dans ce domaine-là, c'était d'y montrer qu'il y a un lien logique, un référent commun qu'on peut avoir pour que tu arrives à comprendre à peu près ce que c'est sans aller pousser dans la théorie. Mais la prof, aime pas ça. Non, c'est C'est ça. non, on dénature mon travail. C'est en plein ça. Ah oui, c'est pas du tout ce qu'on fait. On essaie justement de compléter ou de complémenter. Ou de, tu sais, combien de fois, Ouais. ben, tu le sais, combien de fois est-ce qu'on est appelé justement par des personnes dans des universités pour essayer de, tu sais, de vulgariser ou d'essayer de prendre leur processus qui ont rendu bien trop compliqué pour essayer de le rentrer dans une boîte pour que le commun des mortels le comprenne. C'est hallucinant, là. Puis ça devrait pas... On aime ça. On adore ce type de clientèle-là. Mais ça devrait pas être à nous autres de faire ça. Non. On le fait pour du marketing. Oui. Ouais, ok, je fais un rapport d'impôt, puis il y a tout ça dans mon rapport d'impôt. Mais moi, je m'en sac. Ton client s'en sac. Ton client, il veut quoi? Que tu l'aides avec son rapport d'impôt. Ça va-tu marcher? C'est ça. Fait on vulgarise qu'est-ce qu'ils font pour une personne qui a besoin de leur aide. Mais si on commence à leur expliquer, ben gars, j'y montre comment faire ta job à quelque part. C'est tout ça que tu veux? Non, hein? Fait que c'est pas évident. Comme Tirana l'a dit, il y a du pouvoir dans la complexification des processus. On parle de culture d'experts, la bureaucratie, l'économie sont basés là-dessus. Des carrières complètes sont bâties sur des systèmes complexes pour que le commun des mortels soit dans l'ombre. Ben oui, gars, le SEO, c'est plate à dire, là, mais encore là, c'est ça. Je vais essayer de le vulgariser encore là le plus simplement possible. La culture du monde des affaires est une culture qui est axée sur le leadership. Mais le leadership, comme les gens des affaires l'entendent. Ça veut dire la grande gueule, la personne qui est en avant, la personne qui va ultra réussir. On commence là, à peine depuis les 5 dernières années, à mettre de l'emphase sur l'échec, à mettre de l'emphase sur les choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas vrai que c'est une ligne droite au succès. Ça se peut pas, c'est impossible, ça arrive pas. Donc, on est dans cette culture-là. Par contre, dans les entreprises, les intrapreneurs, ceux avec qui moi je travaille beaucoup plus, les intrapreneurs sont souvent des experts, mais qui sont des backbenchers, qui sont reliés en arrière, qui vont travailler dans l'ombre, puis qui, en bout de ligne, vont être capables de faire quelque chose, puis d'amener ça à un niveau supérieur. Mais si l'entrepreneur qui est sa principale qualité, c'est de s'entourer des bonnes personnes, réussit pas à trouver des leaders professionnels puis des leaders d'experts comme ça, ben l'entreprise fonctionne pas. Puis le succès n'est pas là. C'est un tout. C'est pas juste une personne, mais on est tellement axé sur une personne, que, à un moment donné, c'est encore la culture très américaine qui nous est dans sa face. Là. Ouais. Si on refait un lien avec justement les nouvelles, là, Jean-François, quelque part, c'est juste du show. Oui. Le leadership des affaires, c'est un beau show. Hein. Oui. On va nous montrer un homme d'affaires qui réussit, on va montrer un lecteur de nouvelles qui se présente bien. Peu importe, s'il est bien habillé puis qu'il a l'air fâchant en lisant une nouvelle, c'est correct, il est crédible. Comment qu'il y a de postes de nouvelles américains justement qui sont bâtis sur l'apparence de la personne, sur sa capacité de se fâcher puis de devenir rouge en lisant une nouvelle, pour pas être nommé Breitbart, admettons, c'était quand même ça. Là, tout d'un coup, c'est les vampires gobelins démocrates de gauche qui mangent des enfants dans un sous-sol de pizzeria. Genre. La nouvelle en tant que telle n'a aucune crédibilité, mais vu qu'on donne notre confiance à la personne parce qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle dit, puis elle a l'air vraiment fâchée par la situation,
Ben, c'est un show, mais on achète ce show-là puis on en fait une vérité. Fait que, tout ça pour dire, tu sais, l'actualité, notre consommation de l'actualité au Québec semble influencée beaucoup par ce type d'affaires-là. On consomme beaucoup de plateformes, mais tu sais, je pense qu'on déplace le problème plutôt que de retourner à la base, que ça prend une bonne éducation pour qu'on puisse faire, tu sais, activer notre jugement critique, notre pensée critique, puis Ouais. faire des recherches. De voir Reddit aussi bas en bas de la ligne, aussi bas dans les plateformes utilisées, moi, c'est un peu ça que ça me travaille. C'est même Google. Google nous permet pas d'aller aussi loin des fois parce que Google, il n'y a pas cette confrontation-là du commentaire du gars expert qui est dans la conversation, qui arrive et qui dit c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est ça. L'article il est sensationnaliste. Je te donne une autre source où tu peux aller un peu plus loin puis je t'explique. Fait que là, tu as un vulgarisateur qui va te donner une source crédible, qui va aller un peu plus loin, mais qui va t'expliquer la chose pour que tu t'intéresses à aller un peu plus loin, justement. Google Michel, te permet pas ça. tu viens de présenter ma dernière diapo. Check ça. Ah. On revient à ces statistiques-là. Encore une fois, les statistiques de 2022 de Hootsuite, dans les différents sondages qu'ils ont fait, une des choses qu'ils présentent, c'est qu'est-ce que tu regardes comme contenu vidéo en ligne. Bon, OK, le premier à 83,9%, n'importe quelle vidéo. Pourquoi ils ont mis ça comme réponse d'un sondage, d'où on met jamais ça d'un sondage. Bon, mais si on y va, puis on y va sur la manière un peu, puis les différents modèles. Bon, 38% de la musique, 32% de la comédie, des mimes, des vidéos viraux. Là, on reste encore là, à 38%, 32%, on est dans le divertissement. Les tutoriels arrivent à 31%, l'éducation à 21%, puis les reviews de produits ou ces choses-là à 19%. C'est minime et pourtant il y en a une panoplie de cette information-là. C'est juste super important d'aller la chercher puis d'être capable justement d'arriver avec du contenu qui est intéressant. Tyrannoy qui dit 70% de sa carrière qui est basée sur sa belle gueule puis sa capacité de bullshiter. On travaille en marketing, on comprend tellement c'est quoi. Sauf que dans mon cas, la belle gueule n'est pas tout le temps là. Fait que c'est du bullshit. On va là-dedans. C'est 100% de bullshit dans C'est ça, c'est la base Faire du attention marketing. de pas se faire clipper là-dessus. Ouais, C'est pas c'est vrai ça. qu'on fait 100% de bullshit. Ça va être beau J'espère. à la prochaine conférence, tu sais, on va voir ça qui va afficher partout, ça va être écœurant, ça va être le fun, là, ça aura pas Clip de de sens. quelqu'un de Twitch. Ah Ouais, ouais, écoute, j'ai vu que ça t'as dit ça semble que, l'autre ouais, fois. c'est ça, ça va jouer dans, c'est ça qui va être projeté en arrière de moi. 31% du DIY, du DIY, pardon. Oui, quand même, là. C'est ça. Fait qu'on voit, on voit qu'il y a quand même un fond de gens qui veulent réussir à faire quelque chose. Mais profondément, encore une fois, encore où on en est rendu, l'Internet est encore utilisé comme un outil de divertissement. Puis quand l'actualité vient dans ce même canal-là, mais l'actualité divertissement est prône, malheureusement. Puis peut-être qu'on tombe là, dans des eaux un peu différentes. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait avec Maxime aussi. En éducation, ils sont pris avec le même problème, où les professeurs maintenant sont en compétition directe avec YouTube, TikTok, Snapchat. Il faut qu'ils soient intéressants, il faut qu'ils soient vulgarisateurs, il faut qu'ils soient divertissants avant d'être capable là, d'arriver à faire compétition à ces plateformes-là. Fait que ça suscite là, un questionnement de ouais, mais comment qu'on peut patenter ça? Ouais. Maryse pourrait t'en parler justement elle vient elle a eu ses commentaires de son cours il n'y a pas si longtemps. Tu sais, c'est pas le fun, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais c'est pas supposé être le fun. C'est supposé être éducatif, c'est supposé être informatif. C'est un cours universitaire, c'est pas la petite école, mais on est tellement habitué de se faire divertir partout. Tu sais, de l'exemple de John Oliver aux États-Unis, j'adore John Oliver. Oui. Mais si tu écoutes tes nouvelles comme tu écoutes John Oliver, il y a un problème. Oui. Parce que oui, il va te donner certaines notions, il va te donner certaines idées, certaines grandes lignes, mais c'est pas lui qui va te donner l'information. Non, il donne l'opinion, il fait un wrap-up de ce qu'il a vu, puis de ce qui se passe, mais c'est pas mal ça. Michel, déjà plus d'une heure qu'on discute des Québécois et de l'actualité, de ce sondage-là, de son sondage BIP qui a été fait pour Net Tendance. Net Tendance, je vous le rappelle, c'est ce qui remplace le Cifrio au Québec.
je vous invite, hein, suivez-nous, inscrivez-vous, abonnez-vous, adoptez-nous. C'est toujours un plaisir d'être capable de partager un peu de temps. Puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas justement à aller ajouter votre grain de sel à la discussion qu'on a. Encore une fois, on est vraiment là, dans cette analyse-là, de ce regard-là. Le vendredi prochain, le 17, moi je vais être en déplacement, donc il n'y en aura pas. Donc je ne serai pas live à ce moment-là. Je vous invite à ce moment-là à aller réécouter tous les podcasts qui ont été faits. On est à plus de 65 qui sont disponibles là, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast, Google Podcast. Donc je vous invite à aller les réécouter là. Sinon, mon prochain live à moi, c'est le 24 juin. Michel, encore une fois, ça a été un franc succès l'année dernière. On le refait cette année. On le refait à la Saint-Jean en plus. C'est quoi les bons coups technologiques? Puis c'est quoi les bons coups médiatiques de la dernière année au Québec? Donc, on va faire un tour avec ça. On va pouvoir regarder s'il est arrivé des nouvelles choses. Puis là, c'est dans une phase post-pandémique, fait qu'essayer de pousser vers un retour à une normale, entre guillemets. Bien hâte de voir où est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'il va y avoir là, comme bon coup dans nos différents top 5 qu'on va avoir. Les sujets restent à déterminer. Michel, tu le connais, j'ai des sujets généralement qui sont un peu weirdo, fait qu'on va pouvoir se questionner là-dessus. J'aime ça de même. Non, j'ai une couple d'idées déjà. Il y en a même qui sont arrivés par des projets qu'on vient de commencer. Je pense à Loop. Oui. Ça en est un qui me parle beaucoup. Énormément. Ah non, c'est sûr, c'est un très, très beau produit, très belle entreprise, quelque chose qui est vraiment intéressant à faire. Toutes les personnes qui ont été dans le chat, je vous remercie. Tire un œil, écoute, merci énormément pour ta grande participation pendant ce podcast-là. Ça a été une découverte pour moi, puis merci énormément. Ça a été très, très, très intelligent, très éclairé comme opinion, puis comme partage. Je te remercie énormément. Puis merci d'être fan. C'est le fun. C'est le fun de l'entendre, mais merci d'être fan. Puis, donc... quelque chose qui fesse dehors, là, je sais pas c'est quoi, là. Faut là j'aille voir. Au 2e étage. En tout cas, fait que je vais te laisser aller voir la personne qui essaie de rentrer chez vous par le 2e étage. on va pouvoir terminer le podcast là-dessus. Comme je vous dis, ma chaîne YouTube, allez passer dessus. N'hésitez pas à faire une recherche. Googlez la balado aussi dans les différentes plateformes pour nous entendre en audio. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Puis on manque de sujets. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos différents sujets. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos différentes questions. Sur ce, un grand merci. Puis... à la prochaine, Michel, on se revoit très bientôt sur ton podcast lundi. Ouais, puis demain matin Extra Life, lundi pour le Sketch Podcast, puis vendredi prochain, toi t'es pas là, mais gars, je vais m'arranger d'être là, moi. Pas sur ta chaîne, par exemple, la mienne. C'est correct, je peux pas tenter quelque chose, par exemple, ça, inquiète-toi pas. On va voir. Super. Un grand merci énormément, puis on se revoit dans un prochain podcast. Merci Tyrannoï. Merci Tyrannoï, là, allez voir sa chaîne. Vraiment cool. Merci beaucoup. Bonne journée. Là.